sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette conférence, cette nouvelle conférence de l'URRH 2023 qui porte évidemment sur le handicap qui réinvente les organisations et nous avons la chance de se retrouver ce matin sur une conférence qui va traiter de l'innovation. Et j'ai le bonheur de recevoir 4 personnes pour cette conférence avec parmi nous Jean-François Dufresne qui est le fondateur et le président de Vivre et Travailler Autrement. Bonjour Jean-François. Bonjour. Nous avons également le plaisir de recevoir Antoine Benoît, qui est le secrétaire de la Handitech et le directeur de Avisea. Bonjour à tous. François Martinez, qui est conseiller technique innovation à la GIFIP. Bonjour François. Bonjour Véronique, bonjour tout le monde. Et Jean-Rémy Touzé, qui est responsable de la mission handicap de LVMH. Bonjour Véronique. Donc, je suis bien entourée, 4 messieurs qui vont vous parler innovation ce matin et qui vont vous parler de l'innovation qui, pour vous, est un levier de performance et qui vient réinventer l'entreprise, les organisations et repenser finalement notre monde et notre société pour une société plus inclusive. Donc, je vais commencer par toi, Jean-François, puisqu'on a décidé de se tutoyer, on vous prévient, parce qu'on se connaît tous et on s'apprécie, donc... on est en bonne compagnie, donc voilà. Jean-François, tu as créé il y a maintenant plusieurs années une association qui s'appelle Vivre et Travailler Autrement. Tu étais toi-même à l'époque chef d'entreprise et j'aimerais que tu nous dises pourquoi tu as créé cette association et qu'est-ce qui t'a conduit sur ce chemin du handicap et de l'innovation. La raison, elle porte un nom, elle s'appelle Luc, c'est mon fils. Mon fils est un autiste dit sévère, alors ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Sévère, ça veut dire non-verbal ou quasiment non-verbal avec déficience intellectuelle. Et on m'a expliqué que mon fils ne ferait jamais rien dans sa vie, qu'il fallait le mettre dans un foyer occupationnel. Donc j'ai été visiter les foyers occupationnels en question, vers lesquels toutes les institutions m'orientaient. Et j'ai décidé que non. Le mettre en prison à perpète sous médoc, c'était pas forcément la vie dont j'avais envie pour lui. Et donc, j'ai fait ce qu'on fait dans l'industrie. On tente quelque chose, on lance un nouveau produit, et puis il marche ou il marche pas. Et donc, on a lancé ce nouveau produit. On a décidé de faire travailler ces autistes dont le taux d'emploi est égal à 0% en France. Les autistes sévères, c'est 0. Et donc, on est arrivé, on les a mis, on a fait une expérimentation, comme on dit, et on a fait ce qu'on a appelé une école de l'autonomie, parce qu'on les fait travailler le matin, alors en milieu ordinaire, comme on dit. Et l'après-midi, on leur apprend la vie, parce que les parents dont je fais partie ne leur ont pas appris la vie. Apprendre la vie, c'est apprendre à s'habiller chaud l'hiver, léger l'été, c'est apprendre à faire son linge, c'est apprendre à se faire à manger, c'est apprendre à faire les courses, etc., etc. Toutes les choses que nous faisons sans y penser, mais qu'il faut les former, de façon à ce qu'ils sachent faire ça et qu'ils aillent vers une vie plus autonome. Il me semble, Jean-François, que tu n'as pas expliqué que tu étais à l'époque donc toi-même chef d'entreprise chez Andros et que tu as mobilisé finalement le collectif. Et aujourd'hui, ton objectif, c'est de mobiliser plus largement ta fameuse communauté de croyants dont tu nous as parlé récemment. Oui, effectivement, j'ai pu faire ça parce que j'étais en position de le faire, tout simplement. Ce qui a motivé... Personne n'y croyait à l'époque. J'étais le seul à peu près à croire que mon fils pouvait travailler.
Puis après, petit à petit, effectivement, ça m'a amené au concept de la communauté de croyants. Et la communauté de croyants, c'est ceux qui croient aux capacités des personnes autistes. Des personnes autistes sévères, parce que les personnes autistes comme Einstein, on n'a pas besoin de croire beaucoup pour être tout à fait convaincu de leur capacité. Mais donc des personnes autistes sévères dont tout le monde disait, la médecine disait, non, on ne peut rien faire, les MDPH, et globalement l'ensemble du médico-social pensait que c'était impossible de les faire travailler, de les faire progresser, etc., de les intégrer dans la vie. Eh bien, il s'est avéré que c'était faux. Il s'est avéré que c'était faux parce qu'ils ont aujourd'hui en moyenne presque 6 ans d'ancienneté. Ils sont employés en CDI, en milieu ordinaire, avec des contrats de droit ordinaire. Et aucun de ceux qui sont rentrés n'a eu envie de partir. Et aucune des entreprises qui les emploient n'a eu envie de s'en débarrasser parce qu'ils sont très efficaces et ils amènent énormément de choses à l'entreprise. Et toi, Jean-François, comment tu as un très joli carnet d'adresses, hein, tout le monde le sait, mais en dehors de ce très joli carnet d'adresses qui te permet de mobiliser cette communauté de croyants en entreprise, comment tu t'y es pris pour mobiliser des entreprises qui allaient par-delà l'entreprise dans laquelle toi tu as lancé le projet, se mobiliser et mobiliser finalement un collectif au service de cette inclusion de personnes autistes sévères, hein, dont tu parles, c'est-à-dire non-verbaux, et qui ont finalement une autonomie dont tu parlais tout à l'heure, relativement limitée sur le quotidien, et qu'il faut finalement accompagner. Quant à la surprise générale, j'allais dire presque à la mienne, ça a marché aussi bien, c'est-à-dire que tout le monde est venu voir, hein, on est très connu pour un système qui est très limité. Alors soit on est très très bon en com, sûrement vrai, mais soit on est aussi très étonnant, et donc on a eu une quantité de visites et tout le monde nous a dit, mais écoutez, quand je dis une quantité de visites, 3 premiers ministres, un président de la République, enfin bon, on n'a pas été avec le dos de la cuillère, comme on dit. Et donc tout le monde nous a dit, mais essayez de le faire ailleurs. Alors à nouveau, tout le monde disait, mais c'est pas possible. Il l'a fait parce qu'il avait toutes les possibilités de le faire, tous les contacts au plus haut niveau pour arriver à obtenir des financements. Il n'y arrivera jamais après. Sauf que, et surtout, on m'a dit, et c'est très important, on m'a dit, mais de toute façon, les entreprises ne voudront pas. Et ça, c'est faux aussi. Encore une théorie fausse. Quand je vais trouver des entreprises, que je leur montre l'efficacité des personnes autistes sévères, elles me disent, ah ben oui, nous on aimerait bien en avoir, mais alors, vous savez, on ne sait pas faire. Comment on fait pour aller chercher les autistes? Comment on fait pour aller chercher l'encadrement des autistes? Comment on fait pour aller chercher les financements? Comment on fait pour aller créer des lieux de vie? Comment on fait pour trouver les encadrants? Effectivement, c'est évident, ce n'est pas le boulot des entreprises de faire ça. Donc je leur ai dit, ce n'est pas un problème, on va le faire nous-mêmes et on va vous amener... Donc nous sommes devenus consultants en intégration d'autistes sévères dans les entreprises. Alors ça marche, puisque aujourd'hui, des grandes entreprises comme L'Oréal, comme LVMH, nous avons un éminent représentant et ami ici à ma droite, donc comme LVMH, comme Barilla, et je devrais dire aujourd'hui des dizaines d'autres ont envie de suivre et sont en train de faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Alors très bien, et bien justement, merci de me céder comme ça aussi facilement la parole et pour échanger avec Jean-Rémy. Jean-Rémy, toi, LVMH, s'est engagé dans cette expérience hein, de se lancer finalement dans ce projet pour accueillir des personnes autistes dans les entreprises du groupe. Comment et pourquoi vous, LVMH, grand groupe international, vous êtes lancé sur ce sujet ? Alors, nous, on a signé la charte de l'OIT. Et donc, dans la charte de l'OIT, où on s'engage à être un groupe inclusif, il y a un paragraphe qui s'intéresse à 2 handicaps plus forts en matière d'emploi, qui sont le handicap mental et psychique. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles nous sommes engagés à travailler.
Donc ça fait partie de nos objectifs. Et puis ensuite, plus concrètement, on a effectivement entendu parler, et puis c'est aussi une histoire de rencontre. Et nous, en l'occurrence, c'est une rencontre entre Jean-François et un de nos DRH, puisque la première entreprise du groupe LVMH à s'être intéressée au programme VETA, c'est Guerlain. Et aujourd'hui, dans notre usine de Chartres, on a 4 salariés avec autisme dit sévère qui travaillent dans notre usine de Chartres. Et ce qui est intéressant, puisque maintenant on commence à avoir un retour d'expérience, c'est le potentiel de ces personnes. C'est-à-dire qu'au départ, on voyait leur intégration sur un certain nombre de postes qu'on avait identifiés avec VETA, et on s'est rendu compte en réalité que leur potentiel était bien supérieur à celui qu'on avait envisagé au tout départ, même avec les spécialistes qui nous accompagnent. Et on a nos 3 premiers salariés. Il y en a un, c'est le rigolo de service. Il fait des blagues en permanence, il est très épanoui. Il y en a un autre, c'est la machine de guerre. Il est vraiment hyper polyvalent et très épanoui aussi. Et puis le dernier qui, je pense, aura sans doute toujours des difficultés pour s'exprimer, arrive à communiquer. C'est ça qui est impressionnant. Entre les premiers jours où on les a vus, où ils étaient très concentrés, ils regardaient personne, et aujourd'hui, ils sont bien dans la communauté de l'usine. Ils sont heureux de travailler avec leurs collègues, ils échangent, ils communiquent. Enfin, aujourd'hui, on pourrait plus, quand on les voit, on ne pourrait plus se dire ben non, ce sont des autistes sévères. Ils sont complètement intégrés et c'est aujourd'hui complètement naturel pour l'ensemble des collègues. Ça provoque beaucoup de fierté à la communauté des salariés. Ça leur donne un autre sens pour venir aussi au travail. Donc des éléments très positifs, un bilan très positif pour le groupe. Et donc on a pas mal de maisons maintenant qui sont en train de faire ces fameuses études de faisabilité. C'est-à-dire que VETA nous aide à étudier les postes qui peuvent accueillir des personnes avec cet autisme. Et c'est pour nous effectivement très important parce qu'effectivement tout seul, une entreprise ne saurait pas faire. Et VETA apporte l'ensemble de la méthodologie et les spécialistes. Et c'est ça la grande valeur ajoutée de VETA pour une entreprise. Tu évoquais, Jean-Rémy, le fait que l'accueil de personnes en situation de handicap autiste en particulier apportait un certain nombre d'éléments qui sont des éléments, on va dire de bien-être social, on va dire. On va pouvoir indiquer, comme tu l'as souligné, de sentiments de fierté, donc aussi d'attachement à l'entreprise. Mais est-ce que, par rapport au titre de notre séquence, il y a aussi des effets autres autour de la performance de l'entreprise? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez pu, vous, observer? Alors, déjà, Jean-François l'a dit, ce sont des gens qui travaillent très bien. Donc déjà, par rapport à l'image qu'on pouvait avoir de dire ils ne peuvent pas travailler, ben non, nous, on voit des travailleurs. Donc il y a un temps d'acquisition, effectivement, qui est important. Mais une fois qu'ils maîtrisent un poste, donc ma première conclusion, et c'est ça l'innovation, ce sont des gens qu'on considérait dans le passé visiblement comme étant inemployables. Eh bien non, nous on peut témoigner parce qu'on le constate, ils sont employables et ils travaillent très bien. Ça c'est le premier point. Et puis ensuite effectivement, il y a tous les effets positifs de l'inclusion, de la différence. Qui fait évoluer tout le monde. Les personnes, d'abord, dont on voit l'évolution et dont on ne soupçonne pas. Moi, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui quel est le potentiel de ces personnes. Chaque année, chaque mois, on découvre qu'ils évoluent. Et c'est ça qui est une belle aventure, c'est que je pense qu'ils vont encore évoluer et que chacun d'entre eux aura une évolution qui lui est propre. Et je pense qu'on pourra aller très loin. L'expérience, la première expérience, on a aujourd'hui des gens qui sont là avec 6 ans d'ancienneté. Il y a vraiment des gens qui maîtrisent totalement leur fonction. Et ça se voit à travers le taux d'encadrement.
Au départ, on se disait c'est une personne pour un encadrant pour une personne. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on peut se dire à long terme, ça peut être un encadrant pour 10 personnes. C'était pas du tout ce qu'on pensait au tout départ. Ok. Jean-François, on est aujourd'hui avec, à distance et en présentiel, des représentants d'entreprises, des référents du réseau handicap animé par la GFIP, avec des interlocuteurs qui se disent tiens, ce projet il est très intéressant. Finalement, quel conseil tu donnerais, toi, en tant que finalement ancien chef d'entreprise qui toi-même t'es lancé dans le sujet, pour aller vers ce projet? Écoutez, conseil, c'est faites-le. C'est faites-le parce que le faire, c'est changer le regard sur l'autisme en France. C'est donner une chance à ces personnes d'avoir une vie digne, alors qu'enfermés dans un foyer d'accueil médicalisé ou une maison d'accueil spécialisée, je ne dis pas que ces institutions sont inutiles, loin de là, mais je pense que ça n'a rien à voir. Or, c'est les mêmes, hein, pour la plupart, pas tous. Enfin, c'est un bénéfice incroyable de motivation des équipes. Nous, nos équipes, elles sont tellement fières d'avoir fait ça. Je raconte toujours cette anecdote. C'est la seule fois où, en tant que directeur général d'un groupe agroalimentaire avec de nombreuses usines, un monsieur est venu vers moi en me disant « Bonjour, je suis le délégué CGT de l'usine ». J'ai rentré la tête dans les épaules, j'ai dit « Tiens, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et donc, non, il m'a dit « Monsieur, je veux juste vous dire merci pour ce que vous faites. » C'est pas tous les jours, hein. Donc, c'est pour vous donner une illustration de ce que ça fait sur le corps social, ce que ça fait sur le village où ils sont installés. Ils vont faire leurs courses. Ils parlent à peine, mais ils vont quand même faire leurs courses et les commerçants les accueillent. Le regard est complètement changé, leur vie est complètement changée et la vie de leur famille est complètement changée. Et ce changement, moi je m'interrogeais également du côté de chez toi, Jean-Rémy, comment finalement quand on arrive avec des sujets comme ceux-là, des sujets qui sont très innovants, parfois un peu disruptifs, hein, qui viennent aussi bousculer les organisations, comment on peut porter, quand on est référent handicap, comment on peut porter ce type d'innovation sociale, comment on peut, et auprès de qui? Alors, je pense que dans beaucoup d'entreprises, il y a une bonne volonté sur ces sujets qui est sous-estimée. Beaucoup de gens veulent faire. Et la difficulté sur des programmes de ce niveau d'innovation, c'est comment je fais. Donc la bonne volonté, elle est là. Et nous, ce qu'on fait au sein du groupe, c'est qu'on organise des visites, on organise des conférences, on fait venir des témoins de Guerlain qui peuvent dire ce qu'ils ont vécu. On l'a fait dernièrement à Cognac. On est venu, on a été accueillis très bien par NC, qui est du groupe LVMH. Et du coup, on a fait venir tous les employeurs du coin qui étaient intéressés. Et on a, je pense, j'ai appris aujourd'hui qu'on en avait une nouvelle. On a 6 entreprises qui se sont déclarées intéressées sur Cognac et pour lesquelles on va faire une étude de faisabilité au-delà du groupe NC. Donc voilà, je crois qu'il y a énormément de bonne volonté et d'intérêt. Ce qui fait peur aux entreprises, c'est comment je fais. Et c'est ça l'intérêt du dispositif VETA, c'est que VETA offre une solution en quelque sorte clé en main. L'entreprise, elle doit ouvrir ses portes, accepter en quelque sorte de discuter avec des spécialistes, ouvrir à ses profils, mais VETA va apporter l'ensemble du cadre méthodologique pour que ça soit une réussite. Et ça, c'est très reposant en quelque sorte pour l'entreprise. Elle a une aide complète pour s'adresser aux politiques, pour s'adresser aux partenaires du secteur protégé avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Et donc VETA nous accompagne sur tous ces points.
Alors s'appuyer effectivement sur des acteurs concernés, mobilisés, engagés, c'est aussi s'appuyer sur d'autres types d'acteurs. Et c'est l'occasion pour moi, Antoine, de te passer la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est d'abord la Handitech ? Avec plaisir. La Handitech, c'est un collectif qu'on a créé il y a 5 ans, un collectif d'acteurs économiques qui ont très vite identifié que l'innovation, en tout cas pour faire progresser l'innovation dans l'entreprise, il était intéressant d'utiliser, dans une certaine mesure, le handicap et la prise en compte des personnes en situation de handicap. Et donc ce collectif aujourd'hui, créé par le groupe Job in Live, par l'entreprise CGI, soutenu par APF France Handicap et par la BPI, a pour but justement d'aller mobiliser les acteurs de l'innovation dans l'entreprise, d'aller créer des passerelles entre un certain nombre de start-up qui développent des technologies et des services pour les personnes en situation de handicap et d'aller créer de l'engagement des acteurs internes de l'entreprise pour se mobiliser. Et on évoquait là donc l'innovation technologique. Donc cette innovation technologique qui ajoutée évidemment à l'innovation sociale dont on a parlé, dont on parlera. Comment on fait appel à vous d'abord, et puis au fond comment la Handitech interagit avec les entreprises. En dehors des startups, hein, évidemment, c'est bien de développer un écosystème qui favorise, mais comment finalement on met en visibilité toutes ces innovations technologiques ? Alors, la Handitech aujourd'hui, c'est une 50aine d'adhérents, 50 adhérents composés à 95% de start-up, avec effectivement cette volonté de créer du lien et de faire en sorte que l'expérience développée par les start-up puisse bénéficier aux entreprises et à leurs organisations, à leurs collaborateurs, et inversement, dans une certaine mesure, susciter le besoin au sein des entreprises. Par exemple, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'accessibilité numérique comme étant un élément, un facteur d'innovation. C'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu ce présupposé de se dire si on doit faire un document, un outil, un système d'information accessible, on fera forcément quelque chose de moche. Ou quelque chose qui ne va pas remplir les critères d'ergonomie, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte, et notamment les acteurs de la communication se rendent compte que ne plus penser, ne pas être innovant en termes de communication, en termes d'accessibilité du support, c'est un manque à la fois sur leur capacité de toucher le public, leur capacité de toucher les clients, et on va justement, par des startups qui vont être dédiées, par exemple à la notion d'accessibilité numérique, à accompagner les structures, les entreprises aujourd'hui qui le souhaitent. Donc on crée des liens, on va avoir des webinaires, on va créer des démarches de mécénat de compétences, de partage de connaissances entre ces différents acteurs pour stimuler l'engagement interne et puis la création potentiellement de nouveaux produits au service de tous. François, tu es donc engagé sur les questions d'innovation depuis maintenant plusieurs années. Tu travailles à la fois sur ces questions d'innovation sociale, d'innovation technologique. Et finalement, ta conviction profonde, c'est que, au fond, cette innovation, elle peut rayonner et elle peut irriguer l'ensemble des stratégies de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui, c'est à la fois une conviction et c'est à la fois une démonstration qui nous est faite aujourd'hui à la fois par Jean-François et par Jean-Rémy. C'est que effectivement, l'entreprise, c'est déjà un contexte très fertile. C'est quand même un environnement où on résout des problèmes tous les jours. Et tout le monde en résout à son niveau. Donc déjà, on peut poser comme point de repère cette dimension-là. Il y a d'autres points de repère qu'on peut se donner ensemble, hein, puisque effectivement on est là un peu dans une séquence de travail avec les référents handicap. On pourrait même dire, puisqu'on est dans un pays de rugby, que ce sont quelques fondamentaux. C'est que l'innovation, c'est une démarche collective, ça a été beaucoup dit. Il faut le rappeler, même si ça peut être, et ça reste souvent une aventure personnelle, bien évidemment, que c'est souvent aussi une aventure d'entrepreneur, d'entrepreneuriat,
eh bien, ça reste une démarche collective et c'est absolument indispensable de ne pas rester seul. C'est parce que c'est une aventure collective. Alors, dans l'entreprise, si l'innovation n'est pas enfermée dans un secteur, dans un carcan, un atelier, si l'innovation dite handicap, c'est pas très joli, mais bon, voilà, on va le dire comme ça, elle est cantonnée, alors bien évidemment qu'elle a peu de chances de s'ouvrir et elle a peu de chances de se développer. Donc ça, on va dire, c'est le premier point de repère. Travailler avec les autres, en faire une aventure collective. On le voit bien, il faut sortir de son terrier, il faut sortir de ses environnements, il faut sortir un petit peu comme des animaux, un petit peu qui vont s'ébattre et sortir pour aller chercher finalement d'autres solutions pour exister. On peut penser à toute une faune et toute une série de bêtes, des ragondins, enfin bref, qui vont chercher à exister et à voir s'il y a des solutions possibles. Qu'en est-il dans l'entreprise? Et au fond, finalement, comment, par exemple, quand on est sur la technologie, comment va-t-on aller chercher la technologie et les innovations technologiques au service de l'entreprise? Et comment la technologie qui est pensée, imaginée pour le handicap peut irriguer davantage, finalement, la technologie ou les innovations en général dans l'entreprise? Est-ce que la Handitech, finalement, réussit ce challenge de finalement transférer l'innovation handicap sur l'innovation en général dans l'entreprise? Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on réussit, mais en tout cas on tente. Effectivement, c'est beaucoup. Quand on parle d'innovation, on parle d'expérimentation. Et donc on expérimente un certain nombre de situations. Maintenant, après, effectivement, il y a des critères. Enfin, si on essayait de déterminer un petit peu, comme le disait François, ces points qui permettent justement de favoriser ce lien entre innovation et handicap. Il y a effectivement cette notion de décloisonner. Effectivement, le handicap n'est pas l'apanage des missions handicap, n'est pas l'apanage de la DRH. C'est un sujet commun qui lie l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Il faut effectivement concevoir que les entreprises sont des organismes multiples, avec des directions, avec des collaborateurs qui certes ont un objectif commun, mais qui ont aussi des objectifs particuliers. Donc il faut réussir à comprendre ces objectifs. Et pour pouvoir y positionner de l'innovation et une meilleure prise en compte du sujet du handicap, il faut réussir à comprendre comment ces acteurs, quels besoins ont ces acteurs et dans quelle mesure, à un moment, on peut leur apporter une solution, ou en tout cas un début de solution. Donc ça peut être effectivement dans le cadre de l'employabilité, ça peut être dans le cadre, je vais en parler, de l'accessibilité, ça peut être des outils également qui vont être développés pour des personnes en situation de handicap. Je pense par exemple à MySkillies aujourd'hui, qui est une solution qui vise c'est un support informatique qui vise à travailler sur des compétences à la fois transversales et spécifiques de personnes en situation de handicap qui sont en entreprise adaptée, pour identifier dans quelle mesure elles sont transposables dans le secteur ordinaire. Alors, j'aime pas non plus ce mot-là, mais et favoriser justement cette notion d'évolution professionnelle. On n'est pas cantonné toute sa vie à la même entreprise. Les personnes en situation de handicap dans les entreprises adaptées ne sont pas cantonnées à rester en entreprise adaptée toute leur vie. Donc c'est comment on arrive à développer le champ des possibles. Et là, on est dans l'innovation, mais ça passe par l'expérimentation. Il faut essayer. François, même question. Comment finalement on arrive à travailler cette question de l'innovation en entreprise? Alors, je crois qu'il y a un deuxième point de repère, et c'est un petit mot, c'est le mot usage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'innovation, elle ne peut pas se penser par ceux qui vont vivre les futurs usages. Et en l'occurrence, quand on parle de situation de handicap, ça ne peut pas s'imaginer sans la participation active, effective, constante, y compris critique. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le dernier avis du Conseil scientifique de la CNSA qui, sur ce sujet de l'innovation technologique, qui dit clairement ça. Donc ça, c'est un point de passage obligé. C'est un point de passage obligé. Et d'ailleurs, on le voit bien, ce qu'a dit Jean-Rémy tout à l'heure, dans l'expression du potentiel.
parce que dès lors qu'on crée les conditions riches et favorables, ce qu'on appellerait avec un gros mot d'environnement capacitant, alors on permet aux personnes d'exprimer des potentiels qu'on n'estimait pas. Et ça, c'est tout à fait important parce que en matière d'innovation de produits ou de services, ça permet là aussi d'inventer des usages, de tester des usages qu'on avait peut-être imaginés dans un bureau d'études. Et puis finalement, ce n'est pas ceux-là qui vont s'exprimer. Bon, c'est la belle aventure que tout le monde connaît du SMS ou de l'infrarouge. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais jeune professionnel, on testait les contrôles d'environnement pour les personnes tétraplégiques avec effectivement de l'infrarouge. Et aujourd'hui, tout le monde a sa zapette infrarouge pour sa télé. Mais ça veut dire qu'il y a eu des points de passage dans lesquels on a confronté, on a donné la technologie à tester, à évaluer aux personnes en situation de handicap. Et ça, c'est fondamental. Alors si on reprend, s'appuyer sur des associations, sur des acteurs impliqués, mobilisés, s'appuyer sur les acteurs de l'entreprise qui eux-mêmes sont porteurs, vecteurs de ces sujets, sur aussi finalement les interlocuteurs de l'entreprise ressources que peuvent être les différentes directions qui peuvent la composer, ces équipes aussi, les équipes qui au sein de l'entreprise se mobilisent. Moi j'ai en tête hier la remise des prix activateurs de progrès où on voyait notamment un facteur qui est à l'origine finalement d'une innovation et d'une mobilisation. Donc on voit que l'innovation aussi elle peut reposer sur chacun des membres de l'entreprise. Et puis comme tu le soulignes François, évidemment de la part des salariés mais aussi des personnes en situation de handicap qui bien évidemment par leur vie, leur expérience de vie, sont capables de partager des choses qui sont effectivement source d'innovation et de progrès pour tous. Si on se dit qu'on a tous ces acteurs qui sont mobilisés, au fond, quelle serait pour toi, Jean-François, la marche d'après? C'est quoi la marche d'après pour aller plus loin? La marche d'après, c'est de se mettre en route. Dans les entreprises, quand on trouve j'allais dire une solution, quand on trouve une solution, c'est comment on la met en œuvre, qui s'en occupe. Donc on crée des groupes de travail et puis on met en œuvre. Je voudrais juste revenir sur un point. Dans les entreprises, les directions sont tout à fait pour l'innovation. Les RH sont évidemment tout à fait pour. Maintenant, entre les deux, il y a les opérationnels. Et les opérationnels, quand on leur dit tu vas intégrer des autistes chez toi, ils disent oh là là, mais moi j'ai des objectifs, ça va être très compliqué, etc. C'est vraiment les opérationnels qu'il faut convaincre. Donc, je dirais, la première étape presque préalable, c'est d'arriver à convaincre les opérationnels. Les directeurs d'usine, les chefs d'atelier, alors je parle de la usine, mais si on se met dans d'autres univers, c'est toujours les opérationnels qui sont le frein. Parce que c'est sur eux que ça tombe. Il faut les comprendre. La direction et les RH, c'est pas sur eux que ça va tomber. C'est sur les opérationnels. Donc c'est eux qu'il faut convaincre et c'est ça qui me paraît être le plus important. Même chose pour toi, Jean-Rémy. Finalement, c'est quoi la marche d'après pour LVMH et puis plus globalement par rapport à ces sujets? Alors nous, concrètement, c'est développer déjà VETA. On a encore de belles opportunités. On est notamment en train de travailler sur, alors bien sûr, d'autres sites de production logistique, mais aussi on essaye de regarder si on peut développer des postes dans l'artisanat. On a des sites de production qui sont plutôt des sites artisanaux. Et donc, c'est une organisation qui est beaucoup moins standardisée qu'une usine. Et on essaie de regarder dans quelle mesure on peut s'adapter au profil. Et si on y arrivait, et a priori, il semble que ça soit possible, il faut qu'on travaille, on a pas mal de boulot. Là, ça serait une innovation qui ouvrirait encore pas mal de perspectives d'emploi supplémentaires.
Donc ça, ce serait très bien. Et puis ensuite, on travaille sur 2 autres programmes. Un programme qui concerne le handicap psychique et dans les métiers support administratifs. Et puis un programme qui concerne plutôt la logistique, où là on a des ambitions assez massives de recrutement de personnes en situation de handicap sur la base de l'expérience de Sephora aux États-Unis, où on a réussi à recruter 10% de salariés en situation de handicap dans nos centres logistiques, en ayant un programme d'intégration tout à fait ouvert à toute personne en situation de handicap, qui va passer dans un processus de formation-sélection pendant 10 semaines. Et à l'issue de ça, si la personne est intéressée, si ça se passe bien, eh bien elle est embauchée. Donc on essaye de développer ça dans le monde. Voilà un peu les prochaines étapes concrètes pour nous. Ouais, mais c'est intéressant parce que ce que tu évoques, c'est finalement comment, quand il y a une action, une innovation, on peut travailler à l'essaimer, à la proposer, à la transposer même ailleurs dans le monde ou dans un autre établissement ou dans une autre entreprise, que ce soit au sein d'un même groupe ou ailleurs. J'avais une question pour toi, Antoine. De la même manière, comment finalement, moi je suis référent handicap, je travaille dans une entreprise, comment je fais pour avoir accès à l'information sur l'ensemble des ressources qui existent en termes d'innovation technologique? Alors, on a rassemblé sur le site de la Handitech ce qu'on appelle Connect for Good. C'est 674 aujourd'hui startups et solutions qui existent, alors classées sur les thématiques de l'emploi, sur les thématiques de la mobilité, sur les thématiques de l'accessibilité, de la santé. Et ça permet justement à n'importe quelle personne aujourd'hui d'aller identifier en lien avec son activité les solutions qui pourraient peut-être être utiles ou pourraient être à expérimenter dans son entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, la Handitech a cette volonté d'accompagner les entreprises à identifier justement aussi quelles sont les opportunités qui pourraient être saisies. Alors il y a des opportunités en termes d'emploi, mais il y a aussi des opportunités en fonction des différentes composantes métiers de l'entreprise. Se dire, voilà, au vu de tel métier a tel besoin, aujourd'hui il y a telle solution qui pourrait permettre peut-être d'y répondre. On vous propose de faire le lien. Et donc, on a en tout cas ce site aujourd'hui que vous pouvez aller consulter et qui vous permet ne serait-ce que de découvrir un petit peu toutes ces solutions qui sont aujourd'hui foisonnantes, riches, et qui viennent effectivement d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ultra impliqués, à la fois souvent pour des raisons personnelles. Je rejoins François effectivement aussi sur le fait que cette notion d'usage est ultra importante. Souvent, on a des solutions qui sont développées pour des proches, des amis, mais effectivement, il faut ensuite aller les confronter au monde réel pour essayer de faire en sorte qu'elles puissent se développer. Oui, c'est comment on sort du champ de l'expérimentation pour en faire vraiment une innovation pour tous et présente et ouverte à tous. François, la GFIP, elle propose beaucoup d'actions innovantes. De la même manière, comment finalement les référents handicap qui peuvent avoir des échanges de pratiques, notamment au sein des réunions du réseau, comment on peut aussi les accompagner plus largement ? Alors, effectivement, la fonction de référent handicap, c'est une fonction récente. Donc, elle est encore en construction. Un autre point de repère, peut-être qu'on pourrait considérer que les référents handicap, ils ne peuvent pas faire tout seuls. Et donc, là aussi, il faut qu'ils s'entourent à la fois en interne, dans l'entreprise, qu'ils puissent effectivement avoir des contacts réguliers en tant que de besoin avec leur écosystème, ceux qui accompagnent les personnes dans l'emploi, ceux qui les maintiennent, les délégations régionales à GFIP, et puis toute la richesse des acteurs associatifs. Ce qu'on a vu hier, le fait que dans un service de la Poste, il ait été repéré un référent handicap qui dit il y a un besoin, on a une situation d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que là, on avait une situation de service. On est dans l'opérationnel, comme dit Jean-François. Ça, c'est très important de rester connecté à la vie de l'entreprise, à sa finalité,
voire même aux conditions de réalisation de la production ou du service, pour bien connaître non seulement les métiers, certes, mais aussi savoir dans quelles conditions ils se réalisent, pour mieux identifier finalement ce qui se produit, les interactions entre situation de handicap et situation de travail, pour pouvoir après aller rechercher. Bien évidemment qu'il y a une dimension de veille dans l'activité du référent handicap, c'est-à-dire d'être à l'affût d'eux, et puis de pouvoir à un moment donné aller chercher ceux qui vont pouvoir apporter le bon conseil. Merci François. Jean-François, et je vais vous poser la question à tous les quatre. Quelle serait pour vous la prochaine étape, la frontière, la nouvelle frontière qu'il faudrait finalement aller rechercher à travers les innovations? C'est quoi la prochaine étape vraiment pour vous qui serait à accomplir? La prochaine étape, c'est de mobiliser la société civile plutôt que de tout compter sur l'État. L'ensemble du système national, et je ne le critique pas, heureusement, notre protection sociale est une merveille de la République française, mais deuxièmement, le système français bloque des quantités de choses. Juste pour vous donner une idée, le taux d'emploi à peu près admis par tout le monde de l'ensemble des personnes autistes en France est de 5%. Taux d'emploi, 5%. Ça comprend les autistes de haut niveau, etc. C'est peut-être 10, ça n'a aucune importance. Aux États-Unis, c'est 50. Est-ce que ça veut dire que les autistes américains sont beaucoup plus intelligents que les autistes français? Peut-être pas. Je vous laisse tirer l'autre conclusion possible. Donc, franchement, il faut qu'on se prenne en main. C'est pour ça aussi que j'ai parlé de communauté des croyants, parce que si tous ensemble, alors là c'est pour l'autisme, mais ça s'applique à l'ensemble du monde des personnes vivant avec un handicap. Il faut absolument qu'on se prenne en main, nous, la société, au lieu de toujours se dire c'est le boulot des pouvoirs publics. Antoine, alors peut-être en temps court, même chose pour toi, c'est quoi la prochaine étape, peut-être pour la Handitech, mais en tout cas le sujet qui serait vraiment à travailler? Alors, il y en a beaucoup. Maintenant, si on se pose vraiment sur la partie Handitech, c'est vrai qu'on est aujourd'hui énormément stimulé sur les sujets d'intelligence artificielle, sur les sujets de réalité virtuelle, sur le métaverse. En tout cas, toutes les startups avec lesquelles qu'on identifie, avec lesquelles on travaille, il y a vraiment une poussée forte sur ces domaines. Et les enjeux, ça va être dans quelle mesure on va faire en sorte que, d'une part, l'intelligence artificielle, le métaverse, la réalité virtuelle et tout ce qui va être encore invité soit accessible pour les personnes en situation de handicap. Donc il y a cette logique, encore une fois, d'accessibilité universelle. Et ensuite, de faire en sorte que ces technologies servent aussi les personnes en situation de handicap. Alors c'est vrai que quand on parle d'IA, aujourd'hui, notamment en termes de santé, il y a juste un terrain énorme qui s'ouvre à nous en termes de soins, en termes d'anticipation sur les pathologies. Ça va être, en tout cas, c'est un des points sur lesquels on a beaucoup de demandes beaucoup de points côté Handitech. Donc mobilisation de société civile, mobilisation de l'intelligence artificielle. François, prochaine étape? Moi, je dirais, en termes d'horizon, on a un bel horizon sur la question des savoirs d'expérience. On a un bel horizon autour des questions de pair intervention. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel aux référents handicap sur le fait qu'on accompagne une expérimentation qui est conduite par la Croix-Rouge française qui s'appelle EPOP. Et on a besoin de terrains d'expérimentation, on a besoin de contacts en entreprise pour travailler ces sujets-là, les faire découvrir. On est persuadé que c'est une voie d'avenir parce qu'elle va aussi déboucher sur de l'innovation organisationnelle et juridique. On en est persuadé. Merci François. Jean-Rémy, pour toi, quelle est la prochaine étape qui serait à accomplir? Alors moi, je ne ferai pas une envolée lyrique comme toi sur le ragondin, mais concrètement, je rejoins assez ce qu'a dit Jean-François. Je pense que la France, on est trop segmenté.
C'est-à-dire qu'il y a les entreprises d'un côté, il y a les services de l'État, il y a le secteur protégé, et on ne travaille pas suffisamment ensemble. Donc c'est à nous aussi, entreprises, de créer des liens, d'aller au contact, mais c'est aussi aux autres acteurs de faire pareil. C'est trop segmenté et du coup ça freine l'innovation. C'est vrai que sur le dispositif VETA, dont on sait qu'il coûte moins cher, si je regarde d'un point de vue purement financièrement, à la nation, le fait de faire travailler ces personnes plutôt que de les isoler dans des centres occupationnels, ça coûte beaucoup plus cher à la nation. C'est moins bien pour les personnes, c'est moins bien pour tout le monde. Et malgré ça, cette évidence, on avance très lentement. Donc je pense qu'il faut qu'on ait tous ensemble une vision beaucoup plus pragmatique. Quel est l'intérêt de la nation, quel est l'intérêt des personnes, et puis avançons et sortons des structures un peu archaïques qui nous bloquent pour travailler ensemble. Voilà, donc je ne suis pas sûr que ça soit extrêmement concret, mais en tout cas c'est un appel à tous pour que voilà, on fasse des réalisations et qu'on se mobilise. Si on arrive à travailler tous ensemble, là on peut faire des choses assez extraordinaires. On fera de l'innovation. En tout cas, aborder les handicaps les plus éloignés de l'emploi, l'entreprise ne saura pas le faire tout seul, c'est sûr. Donc on le fera avec l'aide de la GFIP, avec l'aide des services de l'État, avec l'aide de toutes les compétences du secteur protégé ou médico-social. Ils ont d'énormes compétences que nous n'avons pas. C'est en travaillant ensemble qu'on va y arriver. Merci Jean-Rémy. Ce que je vous propose maintenant, c'est finalement de donner la parole à la salle et à nos internautes. Alors je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, Moustapha, je crois. On parlait de savoir expérientiel. Je pense qu'on va avoir un porte-parole en or. Alors, oui, bonjour. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Moustapha. Je travaille à la Croix-Rouge et, Monsieur Martinez, merci pour le EPOP. Moi, je veux savoir, on parle de la marche de demain, ce qu'on va faire demain. Est-ce que la solution, ce n'est pas les personnes qui sont déjà intégrées dans vos sociétés? Je parle sous votre contrôle, monsieur, de LVMH. Est-ce que les personnes qui sont intégrées dans votre société ne peuvent pas être intervenants pairs et qui permettraient justement d'intégrer des personnes d'autres et faire évoluer? Parce que si vous avez une personne qui est intégrée dans la société, une personne en situation de handicap, il y aura une plus-value de se dire j'ai réussi à intégrer LVMH et pourquoi pas tu ne peux pas intégrer, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas intégrer LVMH. Et notamment aussi la deuxième, c'est savoir si pour EPOP et notamment pour intégrer des personnes en situation de handicap dans leur société, il faut que les référents handicap, pour aller plus loin de ce que M. Martinez disait, c'est qu'on a besoin, nous, de pouvoir savoir ce qui se passe avec des référents handicap. Donc, qui soient accompagnés par des personnes qu'ils ont intégré leur société différente. Voilà. Jean-Rémy ? Alors oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut que, pour mobiliser une politique handicap dans l'entreprise, s'appuyer sur les alliés. Donc évidemment, les salariés déjà en situation de handicap, mais il n'y a pas que cela, il y a déjà tous ceux qui, par leur réseau familial, ont quelqu'un en situation de handicap, ce sont des gens qui sont naturellement des alliés. Donc en réalité, comme on a 15% de la population qui est en situation de handicap, on a forcément, quelle que soit son entreprise, forcément des alliés naturels qu'on peut mobiliser. Donc je vous rejoins tout à fait. Et ceux-là, il ne faut pas qu'on les oublie parce que c'est une force d'attraction et de mobilisation qui est extrêmement importante. Vous avez tout à fait raison. Et il ne faut pas qu'on la sous-estime. Jean-François, tu veux aussi prendre la parole sur ce sujet ? Pas particulièrement. Parce que dans ce qu'on entend de ce que disait Moustapha, là, qui est engagé sur ce travail autour de la pair-aidance et comment, au fond, les personnes pairs peuvent contribuer à nourrir l'innovation et l'inclusion en emploi.
J'ai du mal à répondre à cette question. Je vous rappelle que le public auquel je m'adresse sont des autistes sévères, non-verbaux, à déficience intellectuelle. La pérédance n'est pas évidente. Alors, je ne dis pas, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est « rien pour nous sans nous ». C'est tout à fait essentiel. Mais c'est difficile de faire de la pérédance avec ce public-là. C'est tout ce que je voulais dire. Mais, ou plus exactement, une pérédance comme vous l'imaginez, c'est une pérédance qui peut exister mais qui est très limitée. Elle se fait à travers les familles. Les familles peuvent être des éléments de pérédance très importants par rapport à l'emploi. Ces alliés naturels dont on parlait, qui pourraient être naturels, ou je ne sais pas, en tout cas des alliés, qui peuvent effectivement soutenir et accompagner. Pardon, monsieur. Pardon. Je suis désolé, juste une petite précision, c'est que toutes personnes en situation de handicap sont amenées, et pas forcément. On a fait une formation, nous, dans le cadre le projet EPOP, où on a des personnes qui ont un polyhandicap, qui ont une difficulté de pouvoir s'exprimer, mais ils arrivent à pouvoir s'exprimer. Donc, que ce soit autiste, Asperger ou n'importe quel handicap, on peut devenir intervenant pair et on peut aider les personnes. La démarche de pouvoir s'exprimer est un peu plus longue que, par exemple, moi, si on devait comparer à ma façon de m'exprimer, mais on peut devenir, et l'évolution se fait sur les deux personnes. C'est-à-dire que la personne qui reçoit et la personne qui fait de l'intervention pair. Dernier petit point, puis voilà. Mais j'ai évolué, parce que je suis capable de faire 2 heures. J'ai évolué, moi, personnellement, parce que j'ai été intervenant pair. Si on me voyait tout au début et ce que je suis actuellement, voilà. Donc, tout le monde peut le faire, et peu importe le handicap. Voilà. Merci, Mustapha. D'autres questions? Ah oui, je vois beaucoup de mains qui se lèvent. Bonjour. Je suis là, à droite. Je suis Arnaud, référent handicap sur la Ligue de l'enseignement. Et pendant tout ce temps, vous avez dit comment accompagner, comment aider, comment transmettre l'information à travers les référents handicap. Moi, ma question, c'est auprès des entreprises, et je pense essentiellement aux artisans auprès de qui je suis à côté, comment eux leur amener vos informations, vos compétences et l'entraide et l'accompagnement. François ? Alors, on peut déjà dire que on part pas de rien et que le monde de l'entreprise, effectivement, il est très vaste, il est très varié, qu'il y a déjà des acteurs spécialisés de l'emploi des personnes en situation de handicap qui travaillent déjà depuis des années, qui rencontrent les entreprises, c'est leur métier, sont notamment les Cap Emploi, appuyés par Pôle emploi et les missions locales. Donc ça, c'est déjà un premier maillage. Après, on peut évidemment se poser la question, mais est-ce que peut-être dans certains territoires, dans certaines configurations, dans certains secteurs, il n'y a pas lieu d'envisager des formes d'accompagnement des entrepreneurs, des artisans. C'est probablement encore une voie sur laquelle on a du travail, parce que là aussi, tout n'est pas fini, et on a encore beaucoup de choses à faire et à imaginer. Mais il faut aussi savoir que les entreprises, elles savent s'organiser entre elles aussi pour traiter ces sujets-là et progresser ensemble. D'autres questions, il me semble, j'ai vu beaucoup de mains. Oui, monsieur ? Oui, du coup, j'avais une question. Bonjour, je m'appelle Sofiane, je suis porteur de projet dans un incubateur French Tech. Je suis j'ai lauréat du DU référent handicap et lauréat du DU apprendre par le jeu. Et la question que je me pose en termes de frein aujourd'hui sur l'inclusivité, est-ce qu'elle ne viendrait pas de la complexité des entreprises ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un parcours qui est simplifié pour les personnes quand elles rentrent dans les entreprises, qu'elles soient en situation de handicap ou pas ? Est-ce que, par exemple, on imagine une personne qui aurait 3 managers différents, qui aurait chacun une vision différente de la façon dont il faut manager dans l'entreprise ? Est-ce que ça ne serait pas un multiplicateur de la difficulté de la personne ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin de simplifier, d'harmoniser les parcours en entreprise ?
pour tout le monde et qui pourrait notamment bénéficier auprès des personnes en situation de handicap. Éventuellement, est-ce qu'un Serious Game pourrait y répondre? Je dis ça parce que j'en développe un, mais c'est vraiment par hasard. J'ai presque envie de vous répondre que est-ce que ce ne serait pas plus simple pour tout le monde, mais l'innovation au profit de tous, au final. L'innovation qui part d'un problème l'entreprise. pour les personnes en situation de handicap qui profite à tout le monde. Jean-Rémy? Alors oui, dans certaines entreprises, effectivement, il y a des organisations matricielles un peu complexes. Est-ce qu'elles peuvent gêner l'intégration de personnes en situation de handicap? Oui, sur certains, en fonction de leur handicap, c'est sûr. Elles gênent de toute manière, dans ce cas-là, tout salarié. Hein. Ces organisations matricielles complexes ne sont pas souvent très performantes. Donc oui, un chef, c'est quand même plus simple que d'en avoir 15. Maintenant, je crois qu'une des bonnes pratiques en matière d'intégration, en tout cas nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que quand un nouveau collaborateur en situation de handicap arrive, on ait une sensibilisation de toute l'équipe pour que chacun comprenne les besoins de la personne, et ils sont très variables en fonction du handicap, et que le sujet ne devienne pas tabou, et que l'équipe puisse naturellement vivre avec le handicap du collègue et compenser s'il y en a besoin. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire que le handicap est complètement naturel, intégré dans le quotidien de l'équipe, à ce moment-là, la personne le vit très bien et elle ne ressent plus son handicap. C'est ça l'objectif. Donc, pour moi, le point, c'est ça, sensibiliser l'ensemble des collègues. Et quand c'est dans une organisation matricielle, élargir cette sensibilisation à tous les gens qui vont travailler au quotidien avec la personne. C'est surtout ça qui est une condition de réussite. Peut-être une autre question. J'ai vu une main qui s'était levée devant le micro, s'il vous plaît. C'était derrière vous, madame. Pardon. Non, je vous en prie. Oui, bonjour, merci de vos interventions. J'avais juste une question sur votre territoire d'intervention. Marie-Lise Barrault de la Direction régionale de Pôle emploi. Nous avons sur la Nouvelle-Aquitaine tout un réseau de référents autisme sur chacune des agences. Et j'aimerais effectivement que l'on puisse voir comment on pourrait faire un lien, un pont, justement, dans ce qui est service de l'État, service spécialisé. Merci. Notre territoire d'intervention est national, puisqu'on commence par chercher les entreprises et qu'on se bâtit autour des entreprises. Donc, on a un territoire d'intervention tout à fait national, et de plus en plus, puisque plus il y aura d'entreprises, plus on sera nationaux. Et voire même internationaux, puisqu'on a déjà développé des dispositifs de cette nature. Alors, vous allez être très étonnés, mais en Chine, en Turquie et en Uruguay, à date d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ce qui suit à peu près des filiales du groupe Andros. Oui, peut-être préciser aussi, pour ceux qui nous écoutent, qu'il existe aussi un protocole national entre VETA et la GFIP qui permettent d'appliquer sur l'ensemble du territoire national des règles adaptées et ajustées qui ont été travaillées à partir d'une expérience terrain en Centre-Val de Loire avec notre délégué régional, d'ailleurs qui est dans la salle, et qui a travaillé très étroitement avec l'entreprise Dono et sur les bases de ce qui s'est fait chez Andros pour déployer ensuite une méthodologie. C'est ce qui est important, ce que vous évoquiez, madame, c'est de pouvoir finalement avoir un point de départ et puis ensuite des modalités opérationnelles pour tous. Une autre question ? Oui, j'avais une question. Mireille Pressy, donc directrice de la Fédération des aveugles de France. On parle bien de ce qui se passe au moment de l'entreprise, au moment de la production, mais je voulais savoir, dans l'expérience que vous avez mis en place, un des sujets, c'est aussi comment faire en sorte que la personne puisse venir jusqu'à son lieu de travail. C'est tout ce rapport voilà. Et je voulais savoir, par rapport aux situations que vous connaissez, monsieur, comment vous avez pu prendre en compte cette question-là ? C'est une question à laquelle on a répondu de façon très simple. On a des ouvriers qui travaillent en usine. Ceux qui habitent dans le coin viennent par leurs propres moyens. Quand je dis par leurs propres moyens, ils habitent tout près. Donc, voilà. Et les autres habitent dans le lieu de vie que nous avons créé
Et donc, on les emmène en trafic sur le lieu de travail sans problème. Et peut-être juste pour préciser, aussi dans le cadre de la convention entre la GFIP et VETA, on a organisé aussi des modalités particulières de prise en compte ajustées de ces besoins de mobilité des personnes concernées. Et donc c'est bien aussi de s'ajuster. L'innovation, elle peut être aussi dans l'organisation, mais aussi dans les organisations et les propositions qui sont formulées pour donner de la souplesse et de l'agilité finalement aux réponses apportées en tant que de besoin, au plus près et en proximité des personnes concernées. Alors, on arrive à la fin de notre séquence et je suis vraiment désolée, monsieur, pour votre question, parce que je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Mais en tout cas, je voulais remercier l'ensemble des participants. Merci Jean-François, merci Antoine, merci François et merci Jean-Rémy. Merci à toutes et tous. Je voulais vous inviter, évidemment, à continuer à suivre les différents événements de la journée, de la deuxième journée de l'URRH. Et puis également, vous inviter à revenir à 14h. 14h, vous aurez la chance d'avoir des talks avec Petite Mue et avec également Florian Trichot qui pourra vous mettre en visibilité aussi des récits et des points de vue. Et l'ensemble sera animé par mon ami Charles Miara. Merci à toutes et tous. Bonne journée, bon appétit.